RCF. Tous entrepreneurs sur RCF, Pauline Noack. Bienvenue dans ce Tous entrepreneurs où on prend son temps avec un entrepreneur qui n'est pas normand. Pour une fois, vous allez tout de suite entendre d'où il vient quand il va me répondre. Et avec lui, on va voir, on va prendre une grande claque d'entrepreneuriat, différent. Bonjour Jean Champagne. Bonjour Pauline. Jean, en un mot ou en trois mots, vous m'avez dit que vous aviez déjà fait l'exercice en un mot, alors en 3 mots, qui êtes-vous? À 66 ans, on se doit de bien nommer qui on est à une question comme celle-là. Aujourd'hui, ce que je dis, qui je suis un amoureux du Christ. Ma vie est teintée de ma relation avec le Christ. Si on parle, parce qu'on est dans le monde des affaires, les gens me demanderaient qui est ton mentor, qui t'a le mieux conseillé dans la vie. Je dirais c'est le Christ et sa parole. Fait que moi, je carbure à ma relation avec le Christ, que j'intègre dans ma vie de tous les jours, dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de relation avec les gens. Fait que je dirais que je suis un amoureux du Christ. C'est une belle expression et qui donne le ton de ce qu'on va se dire aujourd'hui. On est sur RCF, donc on peut aller loin sur ce chemin-là. Vous dites de vous que vous êtes un entrepreneur économique, communautaire et spirituel. Alors, spirituel, économique, en France, on comprend bien. Communautaire, au Québec, ça n'a peut-être pas tout à fait le même sens que ce que nous, on met en France avec le communautarisme, on se méfie, etc. Communautaire au Québec, quand on parle que les gens font du communautaire ou agissent dans le communautaire, le mot qu'il faut retenir, c'est le mot commun, c'est-à-dire bien commun. Le communautaire au Québec, on peut dire que ce sont des organismes. Une entreprise communautaire, par exemple, c'est un organisme à but non lucratif la plupart du temps, qui peut être aussi un organisme de bienfaisance reconnu par les lois fiscales, avec une cause qui est le bien commun. Ça peut être faire manger les gens, ça peut te permettre l'éducation aux personnes plus démunies, ça peut être faire des sports et des loisirs, ça peut être œuvrer dans le monde de la santé pour une cause. Fait que le mot communautaire veut dire bien commun. Fait que moi, quand je dis que je suis un entrepreneur communautaire, c'est que mon leadership d'entrepreneur que j'ai eu dans le monde économique avec une entreprise relativement importante, que j'ai aussi dans le monde spirituel, je l'ai dans le monde communautaire. C'est-à-dire que mon leadership d'entrepreneur, je l'utilise pour le bien commun. Par l'entremise de structures organisationnelles qui sont des organismes à but non lucratif et dans lesquels il y a un produit, il y a un client, il y a une façon de commercialiser, il y a de l'approvisionnement, il y a surtout du financement parce que dans le monde communautaire ou dans le monde des organismes à but non lucratif, une des forces fondamentales, c'est le financement. Parce que moi, quand je fais du communautaire, j'ai besoin de faire des campagnes de financement. Puis quand je fais du spirituel, j'œuvre de la même façon que dans l'économique et le communautaire, c'est-à-dire que j'œuvre avec un produit, un client, une structure de financement, avec un plan d'affaires. Fait que l'action que je fais avec des groupes d'hommes principalement dans le monde spirituel, c'est basé aussi sur une façon d'être entrepreneur. C'est toujours de l'entrepreneuriat. Alors, je ne suis pas allée vous chercher toute seule au Québec. C'est grâce à Nicolas Rioux qui est avec nous dans le studio qu'on est entré en contact. Et Nicolas m'a dit, il faut absolument que tu interviewes Jean Champagne. Il va t'épater. Et effectivement, en préparant, je me suis dit qu'on allait avoir beaucoup de belles choses à raconter à nos auditeurs. Donc, peut-être pour revenir un petit peu au démarrage, l'entrepreneuriat, c'est quand même l'un des fils rouges de votre vie, parce que être amoureux du Christ, c'est un beau fil rouge, peut-être au-dessus de tout. Mais racontez-nous
comment vous devenez entrepreneur, avec quelle inspiration et comment ça agit en vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être entrepreneur? Moi, je suis un entrepreneur économique de père en fils, c'est-à-dire que mes grands-parents, arrière-grands-parents et mon père étaient des entrepreneurs. Ils viennent aussi d'une région à consonance française, la Beauce, au Québec, qui est reconnue souvent comme le royaume de la PME au Québec. C'est-à-dire un endroit où la communauté valorise le rôle d'entrepreneur. Où, quand tu es jeune, tu rêves d'être comme ceux qui créent des emplois. Moi, c'est ce qui a été ma motivation. Dans ma vie d'entrepreneur, quand j'allais à l'école, je rêvais d'avoir une entreprise, je rêvais de créer des emplois. Fait que ma motivation fondamentale vient de ça. L'époque de mon père, on n'était pas dans l'époque d'abondance d'emplois, ça fait que c'était très valorisé de créer des emplois. Fait que moi, c'était ma motivation. Puis, je suis allé à l'école, à l'université, dans le monde de la finance, pour un jour avoir mon entreprise. Puis, dans les premiers emplois que j'ai eus, mon rôle a été dans des grandes firmes comptables ou comme agent de développement économique. Vous avez souvent des gens qui supportent des entrepreneurs. Fait que dès mon jeune âge, j'ai fait des plans d'affaires, j'ai rencontré des entrepreneurs. Fait qu'en dedans de moi, là, le goût d'avoir ma propre entreprise devenait toujours de plus en plus grand. Fait qu'à 33 ans, j'ai parti une entreprise avec un associé dans le monde de la porte-fenêtre. Une entreprise qui a parti petite, mais aujourd'hui, on est un très grand leader de l'industrie nord-américaine de la porte-fenêtre. Fait que j'ai eu une belle carrière, mais pas toujours en ligne droite. Une carrière où j'ai eu des difficultés financières énormes. J'ai même écrit un livre sur ces difficultés financières-là pour montrer comment on s'est sorti du pétrin de façon différente. Et puis, dans cette façon différente-là, il y avait la partie spirituelle qui entre en ligne de compte. Dont vous parlez dans le livre, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai sous la main et que je vais bientôt lire. Ce livre, il s'appelle quand même « Crash, le combat d'un entrepreneur ». C'est pas des petites difficultés quand on écrit « Crash ». Ben, de fait, à la période la plus sombre de l'entreprise, il n'y avait personne qui croyait qu'on pouvait sauver l'entreprise. Ça inclut le monde financier, mes proches. Mais moi, j'ai comme un talent, un grand talent, c'est la finance. Fait que j'avais vu à cette époque-là une façon de sauver l'entreprise sans passer par, je pense qu'un concordat, vous connaissez ça, un arrangement avec les créanciers. Fait que j'ai réussi, mais avec une équipe forte et avec des valeurs, en étant honnête totalement, à sauver l'entreprise sans que personne perde de l'argent. Même si on a descendu à un niveau presque impossible de penser que ça pouvait survivre. Fait que la première étape, on a survécu. Après ça, on a repris la croissance, puis on est devenu une entreprise très rentable qui aujourd'hui est un leader nord-américain. Mais dans toute cette approche-là, c'était vraiment les valeurs que j'avais qui ont guidé la restructuration de l'entreprise, mais qui ont guidé ma relation avec les gens, incluant mes employés, les clients, les fournisseurs, mais aussi les banquiers qui me disaient « pas bon », vraiment, là, qui auraient aimé que je quitte. Mais finalement, c'est mes valeurs qui ont guidé ma façon d'être dans la période difficile, et c'est de ça que je parle dans mon livre. Mais c'est toujours été mes valeurs qui ont guidé le avant la crise et le après la crise. Fait que ma vie, elle a un sens parce que j'agis en fonction de mes valeurs qui, elles, sont faciles de s'associer à l'imitation du Christ. On va revenir aux valeurs, mais il y a quelque chose que vous avez dit qui m'interpelle, c'est j'ai un grand talent, la finance. Et je trouve ça très beau de dire, en toute simplicité, reconnaître en toute simplicité qu'on a un grand talent. Qu'est-ce qui vous donne qu'est-ce qui vous permet d'être aussi simple en disant quelque chose qui est fort en vous, que vous reconnaissez, mais que vous proposez au monde comme ça? Ben, j'ai cheminé beaucoup avec un accompagnateur spirituel dans ma vie d'entrepreneur. Et puis, on a tendance à dire « Ah, je suis pas si bon que ça. Ah, c'est pas moi qui ai réussi. » J'imagine qu'en France, c'est comme au Québec. C'est une
consonance. Puis à un moment donné, tu viens, quand tu as envie de dire que tu es bon, tu finis par comprendre que si tu te dis que tu es un orgueilleux ou tu n'es pas chrétien même, j'irais même à dire que tu n'es pas chrétien parce que tu te vantes. Pas assez humble. Hein, Tu manques d'humilité. Mais j'ai cheminé beaucoup sur l'humilité avec mon accompagnateur spirituel, puis j'ai compris, puis je vais vous donner une image qui est assez catégorique. Quand quelqu'un dit « Ah, c'est pas moi, c'est les autres, j'ai été chanceux », selon moi, c'est le contraire de l'humilité. Parce que l'humilité, dans ce que j'ai découvert avec les années, c'est de voir ce qu'on a de bon, mais de comprendre que c'est un don de Dieu. Fait que c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas de dire « je suis pas bon ». L'humilité, c'est de dire « hey, je suis donc ben bon en finance, je suis donc ben bon en relation ». Puis pour m'aider aussi, moi, je suis une personne que les talents que j'ai sont extrêmement bas, élevés en qualité, mais ce que je n'ai pas, je les ai tellement pas. Fait que si vous me demanderiez de chanter, par exemple, je ne serais pas capable. Fait que je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai pas. Puis ce que j'ai, c'est je rends grâce de l'avoir, puis je le nomme, puis je l'actualise. Et c'est aussi la recherche des talents qui vous permet de mettre la bonne personne au bon endroit, parce que vous l'avez dit, votre but en étant entrepreneur, c'était de donner du travail, mais on ne donne pas le même travail à chacun. Ben moi, je crois, par mon éducation à la maison, comme enfant, j'ai entendu mes parents nommer la parabole des talents. Comme père, j'ai instruit mes enfants à travers cette parabole-là. Et je crois que dans toute organisation, parce que ma force à moi, c'est de construire des équipes multidisciplinaires avec des talents différents. Présentement, je gère 3 grands organismes communautaires. Dans chacun d'eux, on est extrêmement puissant en talents complémentaires. Mais dans mon entreprise, j'ai eu, parce que c'est une entreprise manufacturière, j'ai souvent forcé l'embauche, quand on était plus petit, de personnes qui, à première vue, n'avaient pas de talent. À première vue. À première vue. Mais le premier talent qu'il avait, c'était l'attitude, la façon d'être, les valeurs. Puis, j'essayais de convaincre à l'époque mes contremaîtres qu'il y avait sûrement un endroit où on pouvait maximiser son talent. Puis, il y a une entreprise manufacturière où il y a entre autres des emplois de base. Mais c'est ces gens-là qui ont fait 25-30 ans dans l'entreprise. Ils n'ont jamais fait beaucoup, selon un observateur externe peut-être, mais ils ont fait beaucoup pour l'entreprise. Puis moi, je crois qu'on a tous des talents. Je le crois aussi. L'entreprise, vous avez passé la main il y a 5 ans, c'est ça? Quel a été pour vous le signal pour passer de l'entreprise économique à l'entreprise communautaire? Ou est-ce que le communautaire avait déjà démarré avant? Comment ça s'est passé cette transition? Je vais commencer par la deuxième partie de la question. Moi et mon épouse, Louise, on fait du communautaire depuis 35 ans. Nos parents faisaient du communautaire. Moi et Louise, on a mis sur pied 6 organismes communautaires. Ça donne un peu une image. Il faut nous donner des exemples pour qu'on comprenne de quoi on parle. Un des organismes, c'est un support à la famille. Un autre, c'est un support à l'aide alimentaire. Un autre, c'est en lien avec l'éducation. Un est en lien avec le patrimoine et le tourisme. Un est en lien avec le spirituel. Puis le dernier, c'est au niveau loisir. Fait que dans le fond, ensemble, on a créé avec des grandes organisations, des gros conseils d'administration puis des bénévoles extraordinaires, des organismes qui ont passé leur année parce qu'ils ont été construits, même si on était dans le monde communautaire, comme des entreprises économiques. Fait que ça, c'est un élément. C'est l'équivalent des associations qu'on aurait en France. C'est l'équivalent organisme à but non lucratif, mettons, c'est la structure, mais le bien commun est comme un bien commun, c'est soit les enfants, les personnes immigrantes, ceux qui n'ont pas la chance d'aller de vivre différentes situations. Fait que c'est ça. Puis, fait que dans le fond, j'ai commencé par vous expliquer au niveau de l'importance d'être... j'ai perdu le fil. Je vous demandais comment s'était passée la transition entre la vie d'entrepreneur. Bon. Fait que là, je vous ai dit que du communautaire, j'en fais toujours. Donc, dans ma vie, j'ai parlé aussi que j'avais de l'accompagnement spirituel. Dans ma vie, je me suis questionné sur
la fin de la vie, mais pas par rapport à être malade, pas malade, mais la fin de la vie en termes de fécondité. Mm-hmm. Puis, j'ai comme réalisé que de continuer à vendre des portes et fenêtres, c'était plus ma fécondité. Mm-hmm. Que j'avais 10 bonnes années de santé pour utiliser mes talents pour le bien commun. Fait que, dans le fond, quand j'ai pris ma retraite, j'étais déjà prêt à une transition parce que je continuais d'entreprendre, parce que c'est ma force, l'organisation, la finance. Je continuais d'avoir un réseau. Je continuais d'utiliser mes talents pour un client qui n'était pas un fabricant de portes et fenêtres, mais qui était une personne démunie. Fait que moi, dans mon cheminement, de me questionner sur ma place sur la Terre, je dirais même jusqu'à dire sur quoi j'aimerais être reconnu. Hein, ça fait prétentieux, ça aussi, mais tu sais, j'aimerais ça que les gens se rappellent quoi de moi. Je trouve que c'est des questions qu'il faut se poser. Fait que mon accompagnateur spirituel m'aidait beaucoup à me dire « OK, c'est quoi la suite? Vers où tu t'en vas? » Fait que dans le fond, moi, j'ai préparé l'après-entreprise depuis l'avant-fin de l'entreprise. Puis souvent, j'ai conseillé beaucoup les entrepreneurs, puis je donne des conférences puis des ateliers là-dessus. Les gens, ils ne se préparent pas. Il faut voir plus loin. Il faut savoir où on veut aller pour y arriver. Puis savoir où on veut y aller, ben, il faut savoir quand, puis idéalement comment. Mais si on a un objectif, on va y aller consciemment ou inconsciemment. Fait que moi, mon objectif, c'était de faire plus pour le bien commun. Fait que j'ai vendu mon entreprise pour ne faire que du bien commun. Que du bien commun. Je fais ça à temps plein. Et pourtant, cette entreprise, elle donnait du travail, donc elle était aussi actrice du bien commun. Ben absolument, parce que moi, j'ai été élevé dans un milieu où on nommait le travail comme étant un élément important. L'Église a bien nommé l'importance du travail. Mais le travail, ça crée l'estime de soi, ça permet de nourrir, ça permet d'avoir des relations. Fait que c'est sûr qu'une entreprise, c'est un bien commun. Puis moi, j'ai géré mon entreprise comme étant une entreprise pour un bien commun. Oui, j'ai bien terminé, mais ça aurait pu mal terminer. Hein? Mais ça a bien fini, financièrement. Mais quand j'ai quitté, mon entreprise était solide. Moi, j'ai quitté et je ne suis jamais retourné une minute dans mon entreprise à part quitter. Mais je l'ai préparé. Puis je savais où je m'en allais. Puis j'ai construit une structure qui était capable de passer à travers le fondateur. Puis c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a continué à croître plus rapidement. Et d'ailleurs, pour les entrepreneurs qui s'intéressent à ce sujet-là, comment est-ce que vous avez choisi la personne qui reprenait ou est-ce que vous avez revendu à votre associé? Comment ça s'est passé? Dans le fond, moi, le premier choix que j'ai fait, j'avais des associés. J'étais à une période où je devais racheter des associés de capital de risque. J'étais à 10 ans de mon âge de 60 ans. Je me suis questionné comment faire une transition. J'ai choisi d'aller vers un associé, au lieu d'être une entreprise de capital de risque, un associé stratégique qui était de mon industrie. J'avais une belle entreprise. J'ai trouvé des personnes qui avaient des valeurs similaires aux miennes parce que j'avais plus qu'un acheteur. Puis avec eux, on a convenu que je demeurais à la direction de mon entreprise pendant 10 ans comme président-directeur général et que j'avais le rôle de préparer ma sortie idéalement dans 10 ans. J'ai été associé aussi à leur propre entreprise qui était plus grande que la nôtre au niveau du comité de direction pour faire grandir le groupe, puis je gardais la présidence de mon entreprise. Fait que c'est sûr, c'est moi qui avais la responsabilité de partir puis d'être capable de partir. Fait que je suis parti avec une équipe très forte de comité de direction et avec la vision du groupe, on a réussi à faire que ce soit une transition qui se fasse bien. Mais encore une fois, je reviens à ma phrase, il faut savoir où on veut aller pour y arriver. On y va jamais en ligne droite, mais il faut vraiment savoir où on veut aller. Fait que c'est ça, c'est comme ça. Donc on a déjà entendu plusieurs fois le mot valeur dans votre bouche. Comment est-ce que vous définiriez, quelles sont vos valeurs? Ben, j'ai eu la chance de faire un témoignage à un groupe de jeunes qui débutent leur cheminement dans la foi. C'était plus des jeunes qui débutent. C'était pas nécessairement des jeunes, c'était des personnes qui ont un jeune cheminement dans la foi. Mais c'était principalement des jeunes. Le thème qu'ils avaient dans leur fin de semaine, c'était être soi-même ou deviens toi-même.
Fait que ça m'a préparé à répondre à votre question. Fait que dans le fond, quand j'ai préparé cette conférence-là, j'ai vraiment compris que j'étais moi-même. Encore là, vous allez dire, mais comment il fait, lui, pour savoir qu'il est... C'est une chance, oui. Je suis chanceux, hein? Mais j'ai quasiment été moi-même toute ma vie. Fait que c'est un charisme que j'ai eu. C'est un cadeau que j'ai eu. Hein. Mais j'en étais pas tant conscient parce que je ne m'étais jamais posé la question. Fait que j'ai réalisé qu'être soi-même, c'est d'agir selon ses valeurs. Puis je suis convaincu que c'est ça. Puis je suis convaincu que c'est ça dans, selon moi, toutes les sociétés du monde. Mais par contre, il faut que tu saches quelles sont tes valeurs. Puis pour savoir quelles étaient mes valeurs, je les connaissais assez bien. Je me suis demandé d'où venaient mes valeurs. Fait que d'où venaient mes valeurs, j'ai trouvé 2 grands actes. La façon dont mes parents m'ont élevé, le cadre qu'ils m'ont donné, l'importance du bien commun vient de mes parents, l'importance du partage, l'importance du travail bien fait, me viennent de mes parents. Mais moi, j'ai dit que je suis un amoureux du Christ, je peux le confirmer, mais j'ai toujours été amoureux du Christ. Ça, c'est un autre charisme que j'ai eu, parce que moi, j'allais à la messe à une époque où mes parents ne disaient pas d'aller à la messe, mais j'y allais parce que j'étais bien. Fait que j'ai découvert en cheminant sur le deviens soi-même ou est-ce que je suis moi-même, que mes valeurs venaient vraiment de la parole de Jésus. Puis je suis même capable de dire la première parole que j'ai retenue, c'était le Samaritain. Probablement en 2e année. J'en ai des frissons, là. Vous me voyez, vous me sentez. Hein? À quel âge? En 2e année, c'est 7 ans. 7 ans peut-être. Tout petit, oui. Puis moi, j'avais compris qu'il y avait une personne qui était sur le bord du chemin, en difficulté, puis que des gens de foi, entre autres, passaient à côté, puis ils ne la regardaient pas. Puis qu'une personne, un étranger, était arrêtée, puis s'en était occupé, qui avait laissé de l'argent à quelqu'un pour s'en occuper. Fait que là, j'ai dit, mais j'ai accroché là-dessus. Fait que, puis finalement, les paraboles, c'est le chemin conducteur de mon éducation chrétienne. C'est le chemin conducteur de la confirmation des valeurs de mes parents. Puis c'est à travers les paraboles que j'ai pu nommer à ces jeunes-là. Puis les jeunes ne les connaissaient pas tous, mais ils les connaissaient tous un petit peu. Puis moi, j'ai donc compris depuis toujours et eu une relation avec Jésus en lien avec son enseignement. J'ai même compris il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, quand on dit que ça peut être une nourriture, la parole. Mais effectivement, c'est une nourriture pour moi. Je la achemine quotidiennement. Fait que dans le fond, moi, les paraboles de Jésus, c'est-à-dire le message, les exemples, ont fait que quand je me suis questionné, est-ce que je suis moi-même, puis d'où vient mon bonheur? Il vient mon bonheur parce que j'imite le Christ dans ma vie, dans la mesure du possible. Je suis loin d'être parfait. Mais quand j'ai une décision à prendre, puis là, on parle encore de business, je me questionne toujours depuis une vingtaine d'années, qu'est-ce que le Christ ferait à ma place dans cette décision-là? Que ce soit une décision difficile, ça peut être une mise à pied, ça peut être toutes sortes de situations qu'on vit en entreprise. Je me dis tout le temps, qu'est-ce qu'il ferait, lui? Puis la plupart du temps, je réussis à me référer à une parole pour trouver ma réponse. Vous venez de dire, qu'est-ce qui me donne du bonheur? Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais dans quelle situation est-ce que vous êtes malheureux? Ça doit bien arriver aussi. Oui, parce que j'imagine que vous le sentez, je suis une personne émotive. Hein, c'est vraiment... Mon épouse dit que mon charisme premier, c'est l'amour. Je trouve que c'est un très beau compliment, mais j'aime les gens, j'aime être en relation. Mais qu'est-ce qui me rend malheureux, c'est le non-amour, hein, à tous les niveaux qu'on peut trouver. Je suis une personne, souvent on dit, est-ce que les gens disent que je suis empathique? Peut-être que je le suis, mais je pense que je suis plus sympathique qu'empathique. On n'entend pas ça souvent non plus, mais je prends à cœur qu'est-ce qui arrive à mes proches. Fait que j'ai obligé de m'en ramener toujours à une grande notion qui est probablement une des choses les plus dures à voir, l'abandon. Abandonner une situation à Dieu. C'est toujours ce sur quoi je chemine. J'ai un plan de vie que je fais encore annuellement, puis écoute, c'est vraiment l'abandon qui reste ma faiblesse. Fait que dans le fond, je viens malheureux quand je vois des situations tristes autour de moi, quand des personnes que j'aime vivent des situations tristes. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que je pourrais nommer la partie où...
Puis j'ai aussi triste quand je suis un peu trop fatigué parce que j'en fais trop. Ça, c'est c'est mon talon d'Achille. Hein. Fait que je suis toujours à la course de la juste mesure. Fait que dans le fond, la passion que j'ai à faire les choses, ben c'est une passion qui est équilibrée, c'est ce qu'on dit de moi, mais c'est une passion qui a ses limites. Fait que c'est ces situations-là où c'est plus difficile pour moi. Et dans le monde économique dans le monde qui vous entoure, notamment dans cette région du Québec qu'on appelle la Beauce, qui est, pour nos auditeurs, si j'ai bien compris, au sud de la ville de Québec. Exactement. Qu'est-ce qui vous rend triste dans ce que vous voyez autour de vous? Ben, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on travaille pour le bien commun. Évidemment, ce qui me rend triste, c'est de voir des gens qui ne mangent pas bien ou des gens qui ne sont pas respectés. L'injustice me rend triste aussi. La situation mondiale m'affecte aussi. J'étais justement... tout à l'heure, je m'en venais avec un chauffeur de taxi, puis il m'a nommé clairement que... J'ai parlé de la guerre en Ukraine, puis il me disait, mais toutes les guerres me rendent triste. Moi, ça me rend triste. Fait que quand je suis sensible, fatigué, ça rentre plus en moi. Fait que je suis toujours dans un combat qui est en lien avec mes émotivités. Mais mes émotivités, j'ai choisi il y a plusieurs années de les garder. Je n'ai pas choisi de ne pas les garder. Parce que je trouve que c'est mon charisme premier. Fait que je vis avec une limite, mais ce n'est pas une limite négative, mais c'est une limite que je dois assumer. Et quelle est la réaction du chrétien que vous êtes face à ce malheur, cette misère? Ben, vous avez quand elle est loin, mon épouse tout à l'heure. Dans un premier temps, c'est de prier. Je crois beaucoup à la prière. Je vois des miracles de la prière. C'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, c'est d'agir sur quoi je peux agir. Puis c'est ce que je fais. Je ne peux pas agir sur tout. Fait que donc, le mot abandon dans la prière que je fais, c'est pour les causes, mais c'est pour moi me détacher. Parce que le détachement, présentement, c'est ma prière première et la juste mesure. Fait que je vis dans une société qui n'est pas parfaite, mais je crois au Christ, je crois à l'action dans l'imitation du Christ pour le bien commun. Je pense que c'est vraiment mon fil conducteur. Fait que je sens que je fais ce que je dois faire aujourd'hui à mon âge, avec mes capacités. Puis je n'ai pas l'ambition de faire ça tout le reste de ma vie à ce niveau-là. C'est une étape. C'est comme, dans le fond, moi j'ai une carrière économique et communautaire et spirituelle. Maintenant, j'ai une carrière d'entrepreneur communautaire et spirituel. Puis je pense qu'un jour, j'aurai une carrière d'entrepreneur que spirituelle. Je reviens à l'entreprise et peut-être aussi les communautés dans lesquelles on ne dit pas le nom de Dieu, dans pourquoi on le fait. Comment est-ce que vous vous autorisez à être chrétien justement dans ces environnements-là? Je pense que moi, je suis une personne stratégique. Hein? Je suis une personne... je comprends que quand on fait des projets, qu'aujourd'hui, on les fait pour une raison de supporter des personnes qui sont en difficulté et on n'associe pas au Québec la raison de notre action avec notre foi. Puis je trouve ça correct de faire ça comme ça, de démêler les choses. Parce que les gens qui aident tous les projets que je fais, est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas? Je ne le sais pas. Là, on parle des bénévoles et des financeurs? Là, je parle des bénévoles et des financés. Mais ce que je sais, c'est qu'ils imitent le Christ. Mais ils imitent des valeurs dans lesquelles ils croient. Ça fait que je pense que ça se démêle très bien. Il faut respecter les gens. On est dans des sociétés où l'Église, la religion, Dieu est différent du social, du politique. Puis moi, je pense que c'est correct. Mais moi, ma force pour faire du social, mettons que j'utilise les termes, vient de ma foi. Puis je me ressource par la prière, je me ressource parce que je fais partie de groupes, je me ressource par les sacrements, je
me ressource par de la communication avec des gens qui ont les mêmes valeurs religieuses que moi. Et dans cette stratégie, est-ce que, quelque part, vous vous dites que ceux qui ne savent pas que vous êtes chrétien, peut-être un jour, en le découvrant, associeront votre manière d'agir à votre foi? Je pense que personne ne sait pas que je suis chrétien. C'est ça, en fait. Mais vous êtes à visage découvert. Je suis tout à fait découvert. Tu sais, les gens, beaucoup de personnes me disent ouais, c'est ça rapport à ta foi. Oui, mais c'est personnel. Il faut un peu démêler aussi foi et religion, présentement dans le contexte actuel. Mais moi, je dis clairement que j'ai la foi puis que je suis une personne religieuse. Je le dis. Moi, j'ai besoin je suis un chrétien catholique pratiquant. Je le dis. Fait que les gens le savent, mais je n'impose pas mes convictions. J'impose pas mes mots, sauf peut-être je vais prier pour toi si la personne me parle d'une difficulté. Puis ça doit faire 30 ans que je dis aux gens, je vais prier pour toi, puis il n'y a pas une semaine que je ne le dis pas. Fait que, puis jamais personne ne m'a dit que je n'étais pas correct. Tu vas faire ça? Oui. Je vais le faire de façon, moi et Louise, on va prier pour toi. Fait que, moi, je vis dans une société très sécularisée, puis le Québec vit une grande crise. Fait que, mais j'ai jamais, on m'a jamais reproché de parler trop, les gens, ils savent qui je suis, puis ils m'acceptent, comme je les accepte, dans le fond. Mais je ne m'impose pas, par exemple. Dans vos entreprises communautaires, il y a un gros projet qui se compte en millions en termes de financement. C'est, vous êtes donné la mission avec Louise, votre femme, et puis tous les bénévoles qui vous accompagnent, de nourrir, bien nourrir des gens qui ne pourraient pas le faire sans vous. Ça passe par la technologie. Racontez-nous, parce que c'est tellement beau ce projet. Évidemment, tous les projets qui ont été impliqués, ça part toujours du cœur de Louise, du cœur d'une mère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut rendre à César. Ça, c'est le besoin. Ouais. Quand la pandémie a débuté, à une époque, on voyait que les épiceries se vidaient, il n'y avait plus de papier toilette, il manquait de légumes, etc. Louise a dit à table à la maison, ma fille était présente avec sa petite famille aussi, Jean, cet hiver, les gens ne mangeront pas. Ma fille travaillait déjà dans le communautaire pour un programme d'identification des niveaux de pauvreté on appelle ça de notre région. Fait que ma fille a pris la balle au bon, elle a dit à Louise et à moi, si vous voulez faire quelque chose de bien, les parents, le plus fondamental que je vois comme pauvreté, c'est que dans les paniers alimentaires donnés aux personnes démunies, il n'y a pas de légumes de qualité à l'année. Parce que nous, on vient dans une région où l'hiver est dur. Il dure 6 mois. C'est ça. Fait que l'été est court, on peut dire ça aussi de même. Et donc, il manque des produits frais, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, les comptoirs alimentaires ont beaucoup de conserves, etc., mais ils n'ont pas de légumes. Puis la base, c'est des patates, c'est des carottes, c'est des oignons, c'est de la salade, des tomates, etc. Fait que moi, j'ai dit, quand elle a dit ça, je dis, si ça prend des légumes, on va en cultiver. Fait qu'on a parti un projet communautaire, les trois ensemble. Aujourd'hui, c'est un projet où on a 225 bénévoles. On a donné l'année passée 100 000 kilos de produits de qualité sur 10 mois et demi, ce qui est extraordinaire. Puis pour arriver à ces quantités-là, on a des champs dans lesquels on produit nos propres légumes, puis on récupère aussi du catégorie B qu'on reclasse. Fait que ça, c'est des légumes qui ne seraient pas vendus, qui seraient les légumes seraient donnés aux animaux pour la plupart ou jetés. Puis, pour ce faire, ça nous prenait un bâtiment. Fait qu'on a associé notre réseau. Fait qu'on a acheté une église qui avait été fermée au culte. Et puis, dans cette église-là, on a investi 2 millions de dollars canadiens. C'est à peu près 1,5 million d'euros. Pour refaire, on a tout refait, les planchers, on a refait l'électricité, la plomberie, on a installé des chambres froides et une serre hydroponique, aéroponique à l'intérieur de salade. Et on construit notre serre à la mi-août extérieure de tomates.
Fait qu'avec nos champs, qui sont des légumes racines principalement, plus nos cultures de tomates et de salades, on va être capable, avec le glanage qu'on fait, de donner à l'année. Fait que notre objectif, c'est de dépasser le 150 000 kilos d'ici 2 ans. Fait que cette nourriture-là, elle est donnée par l'entremise de comptoirs alimentaires, de cuisine collective et puis de maisons d'hébergement. Puis il y a 6 000 personnes aujourd'hui par mois différentes qui reçoivent nos légumes, qui reçoivent des légumes de qualité. Fait que ça fait une alimentation qui est plus saine, ça fait des enfants qui mangent mieux, ça fait des personnes immigrantes qui viennent chez nous mais qui n'ont plus de travail, qui mangent. Ils font pas rien que manger mieux, qui mangent. Et puis, on atteint vraiment nos objectifs avec ce projet-là. Puis, le projet, la base, nous, c'est l'humain. Derrière ça, c'est l'humain, c'est la personne qui mange de nos légumes. L'humain, c'est le bénévole. Mais l'humain aussi, c'est l'entrepreneur ou la personne plus démunie, plus financièrement solide qui va donner. Fait que dans ce projet-là, on a une centaine de donneurs qui ont décidé de donner. Puis en plus de financer 2 millions, on a financé les 5 prochaines années d'opération en une campagne qui va durer 1 an, qui est une campagne privée qu'on sollicite des personnes, puis on connaît un grand succès. Parce qu'on ne fait pas que faire manger des gens, on fait manger nos gens. Fait que ça, c'est un des projets qu'on a qui était aussi en lien avec nos valeurs. Puis quand les gens voient la beauté de l'Église, la transformation qu'on a faite, puis ils disent « je suis donc bien content que l'Église serve à ce qu'elle elle est là pour servir. » Parce qu'elle était, elle était en mauvais état, totalement. Fait que là, les gens qui disent ça, c'est les gens qui ont la foi. Vous allez trouver ça drôle. Les gens qui ont la foi, ils disent « c'est merveilleux, c'est l'Église de Jésus ». Puis les gens qui n'ont pas la foi, puis sont choqués après l'Église, ils disent « ça devrait être ça, l'Église ». Fait que tu sais, quand on parle de mon rôle dans l'évangélisation, ben c'est ça. Oui. Et qui sont-ils, ces donateurs? La majorité, c'est des entrepreneurs, des entreprises existantes à succès, et c'est des personnes qui ont bien réussi financièrement. C'est des communautés religieuses aussi. Mais c'est avant tout des gens qui ont bien nanti. Évidemment, on a un organisme de bienfaisance, on a les reçus fiscaux, qui fait que c'est plus intéressant. Ça aide, mais c'est pas tout. Ça aide, mais non. Mais ce qui aide, c'est vraiment la cause. Et qui sont les bénévoles? On a 2 catégories de bénévoles. On a intégré avec ce projet-là les écoles secondaires qu'on appelle. Non? Fait que les jeunes en 10e année d'école ou 11e, selon vous, c'est un peu différent. Ça fait quel âge, ça? Oui. C'est 15 ans. Oui. À 15 ans, ils viennent semer au mois de mai-juin. Puis les mêmes jeunes reviennent à l'automne suivant récolter. On lui partage vraiment le pourquoi du produit. Ça les fait prendre conscience que des gens qui ne mangent pas, mais ça les fait prendre conscience de l'importance du bien commun, l'importance du bénévolat. Fait qu'il y a une grande éducation qui se fait. L'autre groupe, c'est une centaine de personnes qui sont des adultes. Je dirais 60% des retraités qui viennent travailler avec nous autres dans les champs. Puis c'est quand même beaucoup parce que on a donné 100 000 kilos l'année passée, puis on a seulement 1 employé rémunéré. Là. Ça fait que ça prend une bonne structure de gestion des bénévoles. Wow. Et qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile d'entreprendre dans vos initiatives d'entreprise sociale, communautaire? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile? Moi, je suis une personne qui conseille les entreprises à faire des plans d'affaires. C'est une personne qui a conseillé des entreprises qui étaient sur le bord de la faillite. Le plus difficile dans un projet communautaire, c'est de se définir, d'avoir un plan d'affaires solide, savoir pourquoi on est là, mais surtout savoir qu'est-ce qu'on va faire pour solutionner. Dans le fond, c'est comme si je vous dirais, moi, je veux faire des portes-fenêtres, mais ça va me prendre une usine, ça me prend un bâtiment, etc. Fait qu'il y a des moyens. Le plus difficile, parce que j'en ai un projet présentement qui va arriver à terme, qu'on va débuter. Ça fait 5 ans que j'y travaille avec le conseil d'administration, puis on n'a pas commencé. Puis c'est un projet d'à peu près 5 millions d'euros. On a 3,5 millions d'euros de ramassés. On a identifié comment trouver le reste, mais on n'avait pas tout à fait défini comme il faut notre produit, notre clientèle. C'est une entreprise d'économie sociale. Puis c'est un produit qui veut avant tout
montrer à la jeunesse du Québec comment la Beauce s'est construite, puis pourquoi l'entrepreneuriat c'est important, puis c'est quoi la citoyenneté, qu'est-ce que tu as à faire comme jeune. Puis on veut utiliser notre marque de commerce qui est l'entrepreneuriat à Beauceron pour faire un produit touristique qui va amener des jeunes qui vont voir ça. Mais ce volet-là à définir, ça a pris des années avant qu'on soit capable de les mettre les bons mots. Parce que si tu as les bons mots, je reviens tout le temps, c'est un plan d'affaires. Tu as un bon produit, tu as un client identifié, tu as trouvé tes moyens, tu vas trouver l'argent. Parce que souvent, trouver l'argent, ça peut paraître... Parce que moi, des gens disent, mais tu es un quêteux. Connaissez-vous un quêteux? Bon, un quêteux, c'est quelqu'un qui cherche tout le temps de l'argent pour aider, mais dit, t'es pas tanné d'être un commandeur, un commandeux. C'était québécois. Mais j'ai dit, j'ai jamais quêté. Je donne la chance à des gens de faire partie d'un beau projet. C'est beau. Fait que tu comprends que moi, je pense que souvent, les organismes communautaires, ils sont bloqués parce qu'ils ne trouvent plus de bénévoles, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de financement. Mais il faut que c'est comme une entreprise qu'il faut que tu te réingénies, si c'est ça, ou tu définisses qui tu es. Fait que c'est dans la définition de qui on est qui est le plus fondamental, qui est le plus difficile. En préparant, j'ai entendu une de vos interviews dans laquelle vous disiez que l'Église, je ne sais plus comment vous le disiez, mais en tout cas, que l'Église, elle a un bon produit, mais qu'elle ne sait pas s'y prendre. C'est peut-être une question de marketing, non? Ben, c'est ce que je pense. Mais c'est audacieux parce que je ne veux pas dire que moi, je saurais comment m'y prendre. Mais on a un produit extraordinaire qui est Jésus-Christ. On a un modèle qui mérite d'être imité. Jésus-Christ a été excusez l'expression, un game changer dans l'histoire de l'humanité. J'ai déjà lu un livre d'un philosophe français se disant athée qui disait « By the way, je suis obligé de dire il a fait la différence. Hein. Il a commencé à reconnaître la femme, il a parlé du bien commun, il a parlé de l'écoute, du pardon, etc. » C'est toutes des valeurs. Puis moi, ce que je disais avant cette phrase que vous avez dite, c'est que les gens disent l'Église tombe, on s'en va où? Mais moi, j'ai envie de dire que les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être plus chrétiens que ceux qui allaient toujours à la messe. Parce que les jeunes, les autres que je vois là, dans mon environnement, ceux qui viennent dans nos champs, l'environnement est important. Ça s'appelle la création. Hein? L'acceptation des différences, ça s'appelle la miséricorde. Tu sais, nous, dans le fond, c'est facile de trouver des exemples des valeurs de nos jeunes d'aujourd'hui qui sont chrétiennes. Puis, je dis une image, mais c'est pas ça. Moi, je suis de plus en plus chrétien et de moins en moins catholique. Ça choque les gens. Mais c'est pas, je suis tellement catholique, fait que je suis pas moins catholique, mais je suis de plus en plus chrétien sur l'ouverture, sur l'écuménisme, parce que c'est ça qu'on a manqué. On s'entre-chicane autour d'une personne qui est Jésus-Christ, puis c'est un produit qui est facile à vendre. Fait finalement, on fait soit de la politique ou de la mauvaise gestion. Fait que c'est ça que je voulais dire. Fait qu'on a un produit qui doit être vendu convenablement avec les moyens modernes d'aujourd'hui. Et il a tout pour plaire. Il a tout pour plaire. On arrive doucement à la fin de cet entretien, vers la fin de cet entretien, et j'ai une question pour ceux qui nous écoutent et qui sont tentés par l'entrepreneuriat. Voilà, quels seraient le ou les conseils que vous leur donneriez pour entreprendre au service de la bonne cause et peut-être aussi comme une manière de prendre le bon chemin pour soi? Ben, moi, je dirais que aujourd'hui, versus quand j'ai commencé à être en affaires, les entreprises sont plus sensibilisées et les entrepreneurs à leur responsabilité sociale. C'est ça, on a évolué on est là. Fait que je pense que les gens le sont. On ne donne pas qu'est-ce qu'on n'a pas. Hein, on se comprend. Il faut que tu arrives à une certaine maturité d'entreprise pour être capable d'être généreux financièrement. Moi, je pense que la responsabilité sociale, elle est plus grande. Je pense que les associations, autant d'entrepreneurs chrétiens que d'entrepreneurs, mettent en évidence cette responsabilité sociale-là. Je pense qu'il faut laisser le temps aux jeunes entrepreneurs
d'arriver là, mais il faut leur nommer qu'à travers les fruits de leur entreprise, oui, il y a l'entrepreneur actionnaire qui a une rémunération, il y a l'employé qui est bien traité, mais il y a aussi ceux qui en ont moins, auxquels on devrait avoir une partie de notre budget de supporter. Fait que je pense qu'il faut le mettre en évidence, mais je suis un optimiste, ou peut-être vous allez conviendrez, mais les entrepreneurs, en tout cas au Québec, pour moi, sont généreux. La seule affaire qui leur manque, c'est une personne qui va leur dire, vous êtes sollicité pour plein de choses, qu'est-ce que vous penseriez d'investir dans un projet pour faire manger le monde? Qu'est-ce que vous penseriez d'investir dans un projet pour rendre les jeunes plus conscients de leur environnement? Fait que dans le fond, il faut avoir des promoteurs, entrepreneurs, communautaires qui vont aller vers ces gens-là. Parce que moi, j'ai des donateurs qui me disent, ça fait 35 ans que je fais des campagnes de financement. Ça commence à en faire. Puis ils me disent, c'est correct, Jean. Mais là, je ne t'ai même pas dit qu'est-ce que j'avais besoin. Non, mais avec toi, c'est un bon placement. Parce que moi, je vais donner à peu près tant de dizaines de milliers de dollars. Puis ça me fait plaisir de t'en donner 5 à toi parce que je sais que ça va marcher. Fait que dans le fond, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas le temps de se rendre à donner puis qui ne savent pas comment donner. Mais si tu les sollicites, ils vont embarquer. Fait que moi, je suis optimiste pour la responsabilité des entrepreneurs dans les causes sociales et communautaires et pour le bien commun. Mais je pense que les associations doivent mettre ça en évidence. Puis, je donne des conférences sur le thème, c'est entreprendre différemment. Mais le entreprendre différemment, à la fin, comment moi j'ai entrepris différemment? J'ai entrepris différemment dans ma façon d'être en relation avec mes employés, avec mes clients, mes fournisseurs et mes banquiers. Mais j'entreprends différemment en utilisant mes talents et ceux de l'entreprise pour aider des causes. Fait que entreprendre différemment, pour moi, c'est ça. Puis je pense qu'il faut le dire aux gens, ils vont le faire. Une dernière question, Jean Champagne. Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance pour l'avenir? Moi, je crois qu'on est dans un virage. Je vais répondre pour l'avenir de notre Église. Je crois qu'on est dans un virage où, oui, on vit des bas par rapport à l'Église, mais je crois en l'Église de demain. Ce que je vois, je trouve ça encourageant. Je vois des gens qui vont participer au sacrement, mais pour les vraies raisons. Je vois des jeunes qui prennent une place, entre autres à travers la musique, qui est motivante. Fait que je crois en l'avenir de l'Église. Je crois que ça ne sera peut-être pas une Église de volume, ça va être une Église de quantité, de qualité plutôt, de personnes qui sont plus convaincues. Et puis la quantité va venir après. La quantité viendra après. C'est exactement ça. Puis on a besoin, je crois beaucoup à l'expression de la pyramide de Maslow, que en haut, c'est la spiritualité, c'est la fécondité. Fait que moi, je crois que les gens, les jeunes, vont aspirer peut-être à ça encore plus. Puis c'est plate à dire, mais à cause des grandes crises qu'on vit présentement sur la Terre. Parce que l'être humain, en tout cas moi, puis mon environnement, on se questionne sur le sens. Puis le sens, je pense que si ça prend une crise pour se questionner sur le sens, c'est encourageant que les gens le fassent. Fait que je crois à demain. Je crois à l'avenir du monde. Oui. Arriver à la spiritualité en passant par le sens, peut-être? Pour moi, je suis obligé de dire que c'est la même chose. C'est une autre que là, on est dans le fondamental, mais moi, si on dit que le sens, c'est basé sur l'actualisation de ses valeurs, ça semble être clair. Ça, c'est du Google. Là, tu sais, on est dans notre sens de vie si on a eu selon ses valeurs. Puis moi, je pense que les valeurs de l'être humain, mais ils sont tellement chrétiennes. Bon, est-ce que c'est les valeurs qui sont chrétiennes ou c'est le Christ qui nous a donné les valeurs? Ça pourrait être une bonne discussion pour une autre entrevue. Fait que pour moi, le sens, les valeurs puis la spiritualité, c'est la même chose. Je reviens pour dire la religion, parce que les gens qui nous voient chrétiens, pratiquants, ils disent « Pourquoi tu fais ça? Il y a tellement eu de scandales, etc. » Oui, c'est vrai. Mais la religion, c'est l'être humain dans une structure, tandis que la spiritualité, c'est Dieu. Pour nous autres, c'est Dieu.
Puis pour nous, les catholiques, c'est Jésus. Pas les catholiques, mais les chrétiens. Fait que moi, je pense vraiment que sens, valeur et spiritualité, ça va ensemble. Et moi, je retiendrai aussi ce que vous disiez tout au début, que vous n'avez pas trouvé meilleur mentor que Jésus. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui pourraient s'inspirer de ça, parce qu'il nous a tout montré, tout donné. Puis le plus grand cadeau qu'on a, c'est qu'il est toujours là avec l'Esprit Saint puis Dieu. Oui. Moi, quand je fais parce que moi, je suis une personne plus de prière, d'action de grâce qu'une personne de prière de demande. Mais vraiment, mon action de grâce, c'est que je suis jamais seul. Pensons-y 2 minutes. Il y a quelqu'un qui m'aime continuellement, que j'aime, que je suis en relation. Il est toujours là. Je suis jamais seul. Merci beaucoup, Jean Champagne, d'être venu du Québec, pas seulement pour RCF, mais en partie. Et je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui veulent découvrir un peu plus votre parcours. Il s'appelle Crash, le combat d'un entrepreneur. Merci beaucoup, Pauline.